Le 12 décembre 1939, à 9h04, une patrouille soviétique de 15 hommes avançait dans une forêt gelée de Finlande. La température était de 40 degrés. Leurs lourds manteaux de laine étaient raides. Leur souffle se transformait instantanément en glace sur leurs écharpes. Ils faisaient partie de la plus grande armée du monde, l'invincible Armée rouge de Joseph Staline. Et ils étaient là pour écraser une nation de paysans dans une guerre qui était censée durer 10 jours. Ils étaient sûrs d'eux, ils faisaient du bruit. Leur équipement cliquetait, ils ne voyaient personne. Ils avaient tort. Le premier coup de feu fut un murmure. Un claquement sec, aussitôt étouffé par la neige. L'homme à l'arrière de la patrouille tomba simplement. Pas d'explosion, pas de cri. Il n'était plus là. Le lieutenant en tête de colonne s'arrêta. Il se retourna. Il ne vit rien. Le deuxième coup partit 3 secondes plus tard. Les yeux du lieutenant revinrent brusquement vers l'avant, au moment où son radio 200 mètres devant s'effondrait. Cette fois, le lieutenant crut entendre la balle. Un léger sifflement juste avant l'impact. Panique. La patrouille se jeta derrière les congères, mais la neige n'offrait aucune protection. C'était une zone de mise à mort. Les tirs continuaient. Crac. Un homme qui essayait de dételer sa mitrailleuse s'affaissa dessus. Crac. Un sergent qui montrait une direction tomba en arrière. Crac. 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 En moins de 3 minutes, 12 hommes étaient morts. Les 3 survivants, terrorisés, ne s'enfuirent pas. Ils restèrent figés dans la neige pendant 4 heures, priant pour ne pas être les prochains. Lorsqu'ils rampèrent enfin jusqu'à leur ligne, leur rapport n'avait aucun sens. Il n'y avait pas de flamme à la bouche, aucun bruit d'une équipe de tireurs d'élite, aucun signe indiquant d'où venaient les tirs. C'était un fantôme, un Blaya Smert, la mort blanche. Ce que ces soldats ignoraient, ce que tout le commandement de l'armée rouge allait bientôt apprendre, c'est que ce fantôme n'était pas une entité surnaturelle. C'était un fermier de 33 ans, un homme si discret, si silencieux, qu'il dépassait à peine 1,60 m, un homme qui venait de déclarer une guerre personnelle à tout un empire, et il le faisait avec un truc si simple, si contre-intuitif, qu'il allait changer les règles de la guerre moderne. C'est l'histoire de Simo Ea et des modifications simples et oubliées qui firent de lui le tireur d'élite le plus meurtrier de toute l'histoire. Pour comprendre comment un simple fermier put terroriser une armée, il faut d'abord comprendre la guerre. C'était une guerre qui n'aurait jamais dû être possible. Un véritable David contre Goliath. En novembre 1939, Joseph Staline regarda sa voisine la Finlande et présenta ses exigences. Il voulait ses terres, ses îles, ses bases militaires. Il voyait la Finlande comme une zone tampon, un dos d'âne contre une future invasion allemande. Les Finlandais, dirigés par le maréchal Mannerheim, refusèrent. Staline entra dans une rage folle. Le 30 novembre 1939, après avoir monté une opération sous faux drapeau connu, sous le nom de bombardement de Manila, l'Union soviétique envahit. Les chiffres n'étaient pas simplement déséquilibrés. C'était une plaisanterie. L'armée rouge déferla par-delà la frontière avec 1 million de soldats. Les Fins, eux, avaient 300 000 hommes, pour la plupart des miliciens à temps partiel. Les Soviétiques alignaient 6 000 chars. Les Finlandais en avaient 32. Les Soviétiques disposaient de 3 000 avions. Les Finlandais en avaient 114. Le monde regardait avec pitié. Le magazine Time écrivit que la Finlande était condamnée. La propre doctrine de l'armée rouge, la batata, bataille en profondeur, reposait sur la supériorité écrasante. Les commissaires politiques dirent aux troupes qu'elles seraient à Helsinki, la capitale finlandaise, en 2 semaines. Ils avaient emporté leurs uniformes de parade pour le défilé de la victoire. Mais ils avaient commis la même erreur que tous les envahisseurs. Ils avaient regardé les chiffres sur une carte, pas la carte elle-même. Ils envahissaient en hiver au plus profond de l'hiver. Et ils envahissaient un pays dont 70% du territoire était couvert de forêts. Les Fins
avaient un mot pour désigner leur esprit national sissou, une forme d'acharnement têtu et courageux, une détermination froide. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner une guerre conventionnelle. Ils ne pouvaient pas arrêter l'armée rouge, alors ils ne mèneraient pas une guerre conventionnelle. Ils n'iraient pas affronter les soviétiques char contre char. Ils laisseraient les chars venir les canaliser sur les lacs gelés, puis feraient éclater la glace avec l'artillerie. Ils laisseraient les énormes divisions s'engager dans les quelques routes forestières étroites, puis ils les couperaient. Des troupes finlandaises à ski vêtues de blancs silencieuses invisibles surgiraient des arbres, détruiraient les cuisines de campagne, tueraient les officiers, puis disparaîtraient. Ils appelaient cela la tactique Moti. Ils hacheraient les longues colonnes soviétiques longues de plusieurs kilomètres en petites poches digestes, puis laisseraient le froid faire le vrai travail. Le froid était le plus grand allié des Finlandais. À 42 heures, les moteurs gelaient. La graisse des chars se changeait en béton. Les soldats soviétiques, dans leurs uniformes vert-brun insuffisants, se détachaient comme des pointes noires sur une feuille blanche. Ils mouraient gelés par milliers souvent, debout leurs fusils, littéralement collés à leurs mains. C'était le cauchemar dans lequel l'armée rouge venait d'entrer. Et au milieu de ce cauchemar, sur la ligne de front, au niveau de la rivière Kola, se trouvait un petit fermier silencieux. Simo Heiha n'était pas un soldat de carrière. Il venait d'une ville appelée Routiervi, près de la nouvelle frontière. C'était un fermier, mais aussi un tireur d'élite primé au sein de la garde civile locale. Lorsque la guerre éclata, il avait 33 ans. On l'affecta au 34e régiment d'infanterie. En voyant les envahisseurs soviétiques déferler sur sa patrie, il ressentit ce sissu. Mais il avait aussi un talent particulier. Il ne se contentait pas d'être un bon tireur. Il comprenait la science du tir par grand froid, mieux encore que les ingénieurs qui rédigèrent les manuels. On lui remit son fusil, un M28-30 finlandais variante de l'ancien Mosin Nagant russe. Fiable, précis, muni de simples organes de visée en fer. Son officier supérieur lui proposa un nouveau fusil équipé d'une lunette soviétique PE4 dernier cri. Les lunettes représentaient l'avenir, elles permettaient de voir l'ennemi de près, d'agrandir la cible. Tous les tireurs d'élite, qu'ils soient soviétiques, allemands ou américains, en voulaient une. Simo Heiha refusa. C'était sa première modification illégale, sa première rupture avec la doctrine. Pour ses supérieurs, cela tenait de la folie. Pour Simo, c'était une évidence logique, son fil de piano tendu. Le problème ne venait pas du fusil, mais du froid. Simo savait 3 choses que les écoles de tireurs d'élite n'avaient pas encore apprises. Premièrement, une lunette reflète. La lentille de verre, même à l'ombre, capte le faible soleil d'hiver, un éclat minuscule visible à 500 mètres dans cet enfer blanc et glacé. Un seul éclat signifiait la mort. Les organes de visée en fer de son M28-30, eux, n'étaient que du métal noir, aucun reflet, aucune mort. Deuxièmement, une lunette sans but. Le froid extrême combiné à la chaleur de l'œil humain, appuyé contre elle, formait instantanément une buée opaque sur la lentille. On levait le fusil, on ne voyait plus que du blanc. Il fallait essuyer, et la cible était déjà partie. Ou pire, elle vous avait repéré. Troisièmement, une lunette oblige à relever la tête. Pour obtenir une bonne image, un tireur devait la lever de quelques centimètres de plus qu'un homme utilisant une visée en fer. Sur un champ enneigé parfaitement plat, ces quelques centimètres faisaient la différence entre être un chasseur et être une cible. Simo garda donc sa visée métallique. Il savait que sa zone de tir efficace se situait entre 150 et 400 mètres. Il n'avait pas besoin d'agrandissement. Il tirait des cônes de pin et des oreilles de renard depuis son enfance, la fiabilité lui suffisait. Mais ce n'était là que sa première astuce. Les suivantes allaient être encore plus simples et plus brillantes. L'armée rouge apprenait vite. Ces tireurs d'élite traquaient ceux des Finlandais, cherchant 2 indices. D'abord le souffle de bouche du canon. Lorsqu'un fusil de haute puissance tire, il soulève la neige devant le canon. Un petit pouf blanc. Un gigantesque tir est ici pour un contre-tireur entraîné.
La solution de Simo, il ne se contentait pas de trouver un endroit, il construisait sa position. Il passait 1 heure à tasser la neige devant son fusil, y versait de l'eau, la laissait geler pour former un bloc de glace solide. Quand il tirait, ce bloc absorbait toute la détonation. La neige ne bougeait pas, aucun souffle, seulement le silence. Le second indice que recherchaient les tireurs adverses était la respiration. À 40 degrés, l'air chaud d'un être humain reste suspendu dans l'air comme un nuage de fumée. Un tireur embusqué respirant fort sous la tension envoyait littéralement des signaux de fumée. La solution de Simo était d'une simplicité géniale, il gardait la bouche pleine de neige. Allongé des heures dans son nid gelé, une boule de neige coincée sous la langue, il refroidissait son souffle à l'intérieur de son corps. Quand il expirait, l'air était déjà à la même température que dehors. Pas de buée, pas de nuages, pas de signal. Imaginez la scène, un tireur soviétique cherche Simo à la lunette. Il scrute l'horizon avec son viseur brillant, traquant d'une tête trop haute, un souffle de neige, une vapeur de respiration. Simo Heiha n'en montre aucun. Pas de lunettes pour refléter la lumière, sa tête plus basse que celle de l'ennemi, sa détonation absorbée par la glace, son souffle invisible. Il était à toutes fins utiles un fantôme. Grâce à la simple logique d'un fermier habitué au froid, il s'était transformé en une machine à tuer invisible et parfaite. Et maintenant, il se mit au travail. Sa routine était impitoyable. Il se levait avant l'aube, emportait son pain blanc, et son sucre, enfilait sa combinaison blanche à plusieurs couches, saisissait son fusil, sa mitraillette Suomi et ses skis, puis disait à son unité « Je pars chasser ». Il s'aventurait seul en profondeur dans la zone de personnes, souvent derrière les lignes soviétiques. Il choisissait son emplacement, une petite butte, un tronc d'arbre tombé. Il bâtissait son nid, tassait la neige, en mettait dans sa bouche, et attendait. Longtemps, le froid s'infiltrait dans ses os. La plupart des hommes auraient frissonné, bougé, ce qui ruine un tir. Mais Simo avait le sissu. Il faisait corps avec la neige. Il était l'hiver. Puis une cible apparaissait. Un officier soviétique lisant une carte. 300 mètres. Crac. Une équipe de mitrailleurs installant sa pièce. 250 mètres. Crac, crac. Un soldat courant pour se mettre à couvert. 350 mètres. Crac. Il ne tirait jamais 2 fois du même endroit si possible. Il tirait, puis utilisait ses skis pour se déplacer d'une centaine de mètres, trouvait une nouvelle position et tirait de nouveau. Les soviétiques bombardaient aussitôt l'ancienne position à coups d'artillerie, ne tuant que des arbres, tandis que Simo les engageait déjà de flanc. À la fin de la journée, il rentrait à ski vers ses lignes. Son officier, le lieutenant Utila, lui demandait « Le compte ». Simo, homme de peu de mots, répondait simplement « 5 ». Le lendemain, 8. Le jour d'après, 12. Au début, les officiers ne le crurent pas. Les chiffres étaient trop élevés, impossibles. Aucun tireur d'élite n'abattait 12 ennemis en une journée. La doctrine disait que le tir de précision était un art lent et patient, une affaire d'1 ou 2 tirs réussis. C'était le même syndrome que dans l'histoire du P-38. Les chiffres ne collaient pas au manuel, alors on lui envoya un observateur. Celui-ci revint à la fin de la journée livide, tremblant. Il confirma chaque tir. Le fermier ne mentait pas. Le 21 décembre 1939, Simo tua 25 soldats soviétiques. Le 22 décembre, 23. Le jour de Noël 1939, tandis que l'état-major de l'armée rouge buvait de la vodka, Simo Heiha partit chasser. Son score du jour, 38. 38 tués confirmés en une seule journée. Ce n'était plus la guerre, c'était une extermination. La ligne de front à Kola était un hachoir à viande. Les soviétiques y avaient 12 divisions, plus de 160 000 hommes tentant de percer. Les Finlandais n'en avaient que 4, soit un rapport de 4 contre 1. Le général soviétique Moroskov jeta vague après vague sur les positions finlandaises. Ils étaient fauchés par les mitrailleuses pulvérisées, par des embuscades traquées par le fantôme. Le moral de l'armée rouge s'effondra.
Être tué par l'artillerie est une chose. Être tué par un ennemi que l'on voit une autre. Mais être traqué par quelque chose d'invisible brisa leur esprit. Les soldats refusèrent de partir en patrouille. Les officiers refusèrent de quitter leurs abris. Ils allumaient des feux pour se réchauffer. Crac, l'homme le plus proche du feu tombait. Ils se regroupaient pour se sentir en sécurité, et Simo surgissait avec sa mitraillette, abattant tout le groupe. Il n'était pas seulement un tireur d'élite, c'était une arme psychologique. À lui seul, il avait créé une zone interdite d'1 kilomètre de profondeur. Tout un secteur du front était paralysé par un seul homme et son vieux fusil. C'est ici que le récit bascule le moment Saburo Sakai du script du P-38. Le problème était devenu trop énorme pour que les officiers de première ligne le cachent. Les rapports sur le Belaya Smert, la mort blanche, remontèrent jusqu'au haut commandement soviétique, le Stavka. Les généraux de Staline étaient humiliés, leur doctrine de « bataille en profondeur ». Leurs milliers de chars et leurs millions d'hommes étaient tenus en échec par quelques milliers de Finlandais à ski, et selon les rapports terrifiés par un seul démon impossible à tuer. L'armée rouge ne voulait pas tolérer cela. L'homme du script du P-38 McKenna restait secret, ses modifications cachées, mais Simo Eiha lui était désormais célèbre. Les Finlandais le surnommaient le tireur magique. Les Soviétiques, eux, ne voulaient qu'une chose, le tuer. L'ordre tomba du commandement soviétique, oublier le front, oublier les objectifs stratégiques. La priorité absolue du secteur de Kola était désormais de trouver et d'éliminer ce fermier finlandais. Ils cessèrent d'envoyer des patrouilles ordinaires, gaspillage d'hommes. À la place, ils rassemblèrent leurs meilleurs éléments, d'abord leurs propres équipes de tireurs d'élite, les meilleurs de l'école de Moscou, équipés de fusils à lunettes derniers, cris entraînés toute leur vie pour cela. Simo les traqua. Ils trouvaient un poste, leurs lunettes brillaient, et Simo, à 400 mètres, plaçait une balle de visée mécanique en plein dans la lunette, traversant l'œil. Il les tua un par un. En vain, le problème empirait. Alors, ils montèrent d'un cran. Si les tireurs d'élite ne pouvaient pas le tuer, ils utiliseraient l'artillerie. Nouvelle tactique, chaque fois qu'un soldat tombait d'un seul tir, tout le secteur était saturé de mortiers et d'obus. Des centaines de projectiles sur une seule position suspectée. Simo fut pris dedans. Un jour, son emplacement reçut plus de 100 obus. Les arbres alentours furent déchiquetés, le sol réduit en boue noire. Quand le bombardement cessa, son commandant le crut mort. 1 heure plus tard, Simo réapparut à l'abri couvert de terre, sa combinaison blanche en lambeaux, le corps criblé d'éclats. Il hocha simplement la tête et dit « Ils étaient bruyants aujourd'hui ». Puis il repartit. L'armée rouge était désormais obsédée, désespérée. Ce petit fermier d'1,60 m, ce fantôme se moquait de leur technologie, de leurs effectifs, de leur puissance. Il avait tué leurs meilleurs tireurs, survécu à leur artillerie. Il fallait tenter quelque chose de nouveau. À la fin de février 1940, le commandement soviétique à Kola forma un peloton spécial de contre-tireurs d'élite. Pas un homme, pas une équipe, mais un peloton, 30 des meilleurs tireurs, appuyés par des mitrailleurs, avec une seule mission, traquer la mort blanche. Ne revenez pas tant qu'il n'est pas mort. L'armée rouge, avec ses millions d'hommes, chassait officiellement un seul homme. Il n'essayait plus de gagner la guerre, seulement cette bataille. Les chasseurs étaient devenus les chassés. Un peloton de tueurs d'élite soviétiques pénétra dans la forêt à l'aube, armés de mitrailleuses lourdes. Ils étaient des chasseurs mandatés pour une seule cible, avançant en formation tactique, scrutant les arbres, leurs nouveaux fusils. SVT-40, à lunettes, étincelant sous le faible soleil. Ils cherchaient un homme. Simo cherchait des cibles. Il n'était pas dans les arbres, il était enfoui dans une congère à 400 mètres de leur sentier, son vieux M2830 reposant sur un bloc de glace. Il les avait attendus 6 heures. Il vit leur assurance, vit les reflets de leurs lunettes, vit leurs bottes lourdes et maladroites,
Écrasé la neige, il faisait du bruit. Simo attendit. Il laissa passer les 10 premiers hommes. Il laissa passer l'équipe de mitrailleuses. Il visa l'homme tout au fond, le radio du peloton. Crac! Le son avait disparu avant que le chef de peloton ne puisse réagir. Le radio tomba trou net dans la poitrine. Le peloton réagit aussitôt et se jeta à couvert. L'équipe de mitrailleuses ouvrit le feu, vidant un tambour de 50 cartouches dans les arbres, là où ils croyaient que le tir venait. Ils avaient tort, ils tiraient sur un fantôme. Pendant qu'ils tiraient, Simo avait déjà disparu. Il ne courut pas, il skia. Utilisant silencieusement son camouflage blanc, il se déplaça de 300 mètres pour prendre leur flanc, dans une position préparée la veille. Il attendit. Le lieutenant soviétique, croyant que le sniper s'était enfui, fit signe à ses hommes d'avancer prudemment. Crac! Le lieutenant tomba, cette fois la balle venait de leur gauche. Panique. Le peloton n'avait plus de chef et plus de radio. Les 28 hommes restants étaient pris au piège, sans savoir d'où viendrait le prochain tir. Ils étaient la proie. Un par un, ils se blottirent à mesure que la nuit tombait. La température chuta à 35 degrés. Ils avaient froid et avaient besoin d'un feu. Leur entraînement disait non, leur instinct de survie criait oui. Un petit groupe de 6 hommes rompit la formation et se serra pour allumer un faible feu. Ce fut leur dernière erreur. Simo se trouvait à 200 mètres, non pas avec son fusil, mais avec son autre arme, une mitraillette Suomi KP-31. Il sortit des arbres comme une apparition et vida un tambour de 71 cartouches dans le groupe. L'échange dura 10 secondes. Le reste du peloton, entendant la mitraillette d'un côté et craignant encore le tir de sniper de l'autre, bascula. Ils s'enfuirent dans toutes les directions dans l'obscurité dans la forêt. Simo ne les poursuivit pas, il n'en avait pas besoin. La forêt et le froid firent leur œuvre. Au matin, des patrouilles finlandaises retrouvèrent 27 corps, le peloton d'élite de contre-tireurs avait disparu. Ce n'était plus une bataille, c'était une hantise. La terreur psychologique infligée par la mort blanche dépassait désormais les dégâts physiques. Nous le savons non pas seulement par les rapports finlandais, mais par les journaux intimes des soldats soviétiques qui l'avaient affronté. Un soldat nommé Pavlé de la 75e division de fusiliers écrivit dans une lettre retrouvée des mois plus tard « Maman, ceci n'est pas la guerre, c'est l'enfer. Nous ne craignons pas les Finlandais, nous craignons le silence. Dans notre doctrine, le silence signifie la paix. Ici, le silence veut dire qu'il nous regarde. Quand l'artillerie s'arrête, nos cœurs s'arrêtent avec elle. Nous savons qu'il est là dehors. Nous savons qu'il nous regarde. Le silence, c'est la mort blanche. » Pavlé exposa à Auzides règle de survie sur le front de Kola. Règle 1, on n'allume jamais de feu. Les Finlandais disent « Kola tient tant qu'on n'ordonne pas d'allumer des feux. » Nous le savons, nous préférons geler. Règle 2, on ne court jamais aider un blessé quand un homme appelle, c'est un piège. Le fantôme observe le corps. Il attend le médecin. Il attend un ami. On laisse nos camarades mourir ou nous mourrons avec eux. Règle 3, on ne se regroupe jamais, mais on ne marche jamais seul non plus. Les deux mènent à la mort. Maman, je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur d'attendre de mourir. Telle fut l'onde de choc créée par les petites astuces de Simo, son refus de la lunette, qui reflète son bloc de glace, pour dissimuler la détonation sa boule de neige dans la bouche, pour cacher son souffle. Ce n'était pas seulement des tactiques, c'était un des instruments de torture psychologique. Il avait systématiquement supprimé tout signe, révélant la présence d'un chasseur humain. Il était devenu une force élémentaire invisible de l'hiver lui-même. Il était le froid, il était le silence, il était la mort blanche. Le commandement soviétique était désormais en état de panique totale. Leurs tireurs d'élite les plus aguerris avaient échoué. Leurs pelotons de contre-snipers avaient été anéantis. Leurs barrages d'artillerie n'avaient servi à rien. Leurs soldats de première ligne étaient à 2 doigts de la mutinerie.
Tout le front de Kola, un objectif stratégique crucial, était paralysé non par l'armée finlandaise, mais par la légende d'un seul fermier. Les généraux de Staline n'avaient plus qu'une option désespérée. Si l'on ne peut tuer un homme par la précision, on tue tout par la force brute. L'ordre fut donné suppression par quadrillage. L'armée rouge ne visait plus rien de précis. Elle allait effacer systématiquement toute la forêt 1 km² à la fois. Ils amenèrent leurs canons les plus lourds obusiers de 100 mm mortier de gros calibre. Ils cessèrent d'attendre une attaque finlandaise et tirèrent sans discontinuer jour et nuit. Les forêts blanches immaculées de Kola devinrent un paysage lunaire noir et éclaté. Les Finlandais appelèrent cela l'Holocauste de Kola. Des dizaines de milliers d'obus tombaient chaque jour. Simo-Eiha continuait à chasser. Le bombardement rendait les choses plus difficiles, mais aussi plus faciles. Le bruit constant des explosions couvrait celui de son propre fusil. Il se déplaçait entre les cratères, un fantôme dans un paysage brisé. Son compteur montait encore 200, 300, 400. Au début de mars 1940, en moins de 100 jours, le nombre officiel de cibles confirmées par Simo-Eiha atteignit 505 hommes. C'était l'équivalent d'un bataillon entier abattu par un seul homme à la visée mécanique. Et ce chiffre n'incluait pas les plus de 200 ennemis qu'il avait tués avec sa mitraillette Suomi. Sans aucun doute, il était le soldat le plus efficace sur Terre. Le haut commandement finlandais reconnut son exploit. On le promut du grade de caporal à celui de sous-lieutenant, la promotion la plus rapide de l'histoire militaire finlandaise. On lui offrit un fusil d'apparat sur mesure, un Sako M2830 gravé à son nom. Il devint un héros national, tandis que l'armée rouge ne voulait qu'une chose, qu'il disparaisse. Le 6 mars 1940, 100e jour de la guerre, les Soviétiques lancèrent leur ultime offensive désespérée sur Kola. Simo était en position comme chaque jour. Mais cette fois, ce n'était pas une chasse silencieuse, c'était une bataille totale. Il tirait aussi vite qu'il le pouvait, rechargeait, tirait encore. Il avait déjà abattu plusieurs hommes ce matin-là. Les Soviétiques savaient à peu près où il se trouvait et bombardaient son secteur de mortier depuis l'aube. Au milieu de ce chaos, un soldat soviétique tireur de contre-sniper eut de la chance. Nous ne connaîtrons jamais son nom, ni s'il visait réellement Simo, ou s'il s'agissait d'un tir hasardeux dans la fureur du combat. Mais il n'utilisa pas une balle ordinaire, il tira une munition explosive. Simo-Eiha était en train d'ajuster son prochain tir, quand à 300 mètres, la balle explosive le frappa en plein visage. L'impact fut catastrophique. Simo ne ressentit pas de douleur, seulement un choc, puis le froid. Sa vision devint blanche. Sa bouche se remplit soudain de liquide chaud et de dents brisées. Il essaya de respirer sans y parvenir. La balle était entrée par la joue gauche et avait explosé dans sa bouche, pulvérisant ses mâchoires supérieures et inférieures, arrachant sa joue et détruisant tout le côté gauche de son visage. Il s'effondra dans la neige, inconscient, se vidant de son sang. Ses camarades combattant à proximité le virent tomber et accoururent pensant retrouver le corps de leur héros. Ce qu'ils trouvèrent tenait du cauchemar, la moitié de sa tête manquait, dira plus tard un soldat. Ils soulevèrent son corps. Il ne respirait plus aucun pouls. L'homme devenu une légende, celui qui avait arrêté une armée, la mort blanche, était mort. Ils traînèrent son cadavre sur un tas d'autres soldats finlandais tombés dans une morgue improvisée. Le fantôme avait disparu. La guerre touchait à sa fin. L'armée rouge perçait enfin. Mais pour Simo, une nouvelle guerre commençait à l'intérieur de son propre corps brisé. Un soldat passant près du tas de cadavres aperçut une jambe bouger. Il s'arrêta, regarda de plus près l'homme au visage détruit, respirait encore. Il s'appelait Simo-Eiha et il n'était pas mort. On le retrouva une semaine entière après la blessure. Il s'était réveillé sur le tas de corps. Sa mâchoire avait disparu, sa joue aussi, mais son sisu, sa ténacité restait intacte. On le transporta d'urgence vers un hôpital de campagne. La guerre prit fin quelques jours plus tard.
le 13 mars 1940. Simo resta inconscient lors de la signature du traité de paix. Inconscient aussi lorsque les armes se turent enfin sur le front de Kollaha, un front qui malgré tout n'avait jamais cédé. La guerre d'hiver était terminée. Sur le papier, la Finlande avait perdu. Elle dut signer le traité de paix de Moscou, céder 11% de son territoire. Mais l'armée rouge avait été humiliée. Le défilé de victoire promis par Staline en 2 semaines s'était transformé en cauchemar de 105 jours. L'invincible armée rouge avec ses millions d'hommes et ses milliers de chars avait été tenue en échec sanglant par une nation de fermiers à ski. Ils subirent plus d'1 million de pertes. Ils perdirent plus de 3500 chars et 600 avions. Et ils avaient été terrorisés, paralysés et psychologiquement brisés par un seul homme, un fermier d'1,60 m armé d'un vieux fusil. Voilà le véritable effet d'onde, le fil de piano, qui changea le cours de toute la guerre, car Joseph Staline n'était pas le seul à observer. À Berlin, Adolf Hitler suivait l'échec pathétique de l'armée rouge en Finlande. Il vit une armée mal commandée, mal équipée et terrorisée par quelques fantômes dans la neige. La terreur qu'avait inspirée Simo Häyhä, ce petit stratagème d'utiliser des organes de visée métalliques, et la neige contribua à convaincre Hitler que l'Union soviétique n'était qu'une structure pourrie, prête à s'effondrer sous un seul coup de botte. 1 an plus tard, Hitler lança l'opération Barbarossa, l'invasion de la Russie. Beaucoup d'historiens estiment que si l'armée rouge n'avait pas paru si faible en Finlande, si des hommes comme Simo Häyhä n'avaient pas révélé toutes ses failles, Hitler n'aurait peut-être jamais osé envahir. Les 505 hommes que Simo avait tués n'étaient que le commencement. La peur qu'il avait semée avait changé l'histoire. Pendant que l'histoire se transformait, Simo Häyhä menait sa propre guerre dans un hôpital. Ses blessures étaient si graves que les médecins ne savaient par où commencer. Il subit 26 opérations douloureuses. On dut reconstruire entièrement son visage. On prit de l'os sur sa hanche pour façonner une nouvelle mâchoire de la peau sur sa cuisse pour former une nouvelle joue. Il resta à l'hôpital 14 mois et passa des années à se rétablir. Lorsqu'il en sortit enfin, c'était un homme différent. Le côté gauche de son visage demeura à jamais marqué défiguré. La mort blanche portait désormais la marque de la guerre sur son propre visage. Mais il restait un héros. Contrairement au sergent McKenna dont l'invention était restée secrète, les actions de Simo étaient trop grandes pour être ignorées. Le maréchal Mannerheim lui-même le promut et lui remit la croix de Kollaha. Il tenta de se réengager lorsque la guerre contre la Russie reprit en 1941, la guerre de continuation. Mais on refusa ses blessures, étaient trop lourdes. Il était un héros, mais un héros brisé, incapable de combattre. Alors que devient l'homme le plus meurtrier du monde lorsque la guerre est finie? Que devient le fantôme lorsque la neige fond Simo ne partit pas en tournée triomphale? Il n'écrivit pas de best-seller. Il ne chercha pas la gloire. Il fit ce que le fermier en lui savait toujours faire, il rentra chez lui. On lui donna une petite ferme dans une nouvelle commune, son ancienne se trouvant désormais en territoire soviétique. Il passa les 50 années suivantes à faire exactement ce qu'il faisait avant la guerre, élever des chiens de chasse et devenir l'un des chasseurs d'élan les plus réputés de Finlande. Son habileté, son sisu, sa compréhension du monde sauvage ne le quittèrent jamais. C'était un homme calme, humble. Il parlait rarement de la guerre. Lorsque de jeunes journalistes le retrouvaient des décennies plus tard et lui demandaient comment il était devenu la mort blanche, il chaussait simplement les épaules. Quand on lui demandait s'il éprouvait des remords pour avoir tué plus de 500 hommes, sa réponse relevait de la pure logique paysanne froide et simple. « J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, et je l'ai fait du mieux que j'ai pu. » En 1990, un journaliste lui demanda le secret de son succès, ce qui faisait de lui un tel tireur. Simo, âgé de 92 ans, répondit d'un seul mot la pratique. James McKenna, le mécanicien, avait son fil de piano de 6 pouces. Simo lui avait ses organes de visée en fer. Tous deux avaient vu un problème que les experts et la doctrine
à veine manquée. Les experts voyaient des lunettes sophistiquées. Simo voyait une cible brillante. Les experts voyaient la doctrine. Simo voyait la neige. Les experts voyaient des règlements. Simo voyait la survie. Simo Eiha mourut en 2002 à l'âge de 96 ans. Il fut enterré à Ruokolahti, héros discret dans la terre qu'il avait sauvée. Il demeure à ce jour le tireur d'élite le plus meurtrier de toute l'histoire humaine. Voilà comment les guerres se gagnent vraiment non toujours par de grandes stratégies, ni par des armées immenses, mais par le tissu silencieux d'individus, un mécanicien en Nouvelle-Guinée qui enfreint les règles et un fermier finlandais qui transforma le froid lui-même en arme. Si cette histoire vous a autant captivé que nous prenez un instant pour aimer cette vidéo, cela nous aide à partager d'autres récits oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous pour rester connecté à ces histoires méconnues. Chacune contre chacune mérite d'être rappelée. Et dites-nous en commentaire d'où vous regardez notre communauté, s'étend du Texas à la Tasmanie des vétérans aux passionnés d'histoire. Merci d'avoir regardé et merci de faire vivre ces récits.